Comment tu sais maintenant de compétitionner avec des gros joueurs comme AWS, Google, Apple? Le défi, c'est que ces gros joueurs-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un écosystème où ce que quand tu rentres dans l'écosystème avec ton logiciel, tout ça, tu deviens comme emprisonné dans cet écosystème-là. Donc là, on est en train de créer des outils qui simulent ces microservices-là. En 2005, c'est un concept qui n'existait pas. On a subi cette transition-là qui était très difficile. Puis en plus, les banques ne comprenaient pas. Les ratios étaient horribles. La banque disait, bien là, François, tes ratios ne marchent pas, là. Bonjour et bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires, le podcast pour les entrepreneurs en croissance, où est-ce qu'on reçoit des entrepreneurs à succès, où est-ce qu'on s'inspire de leur parcours, de leur histoire, de leur haut, de leur bas, pour apprendre et accélérer notre croissance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en Espagne, à Ibiza, pour notre deuxième retraite internationale cette année avec le club privé Avego. On est dans une retraite exceptionnelle où on a reçu une vingtaine d'entrepreneurs du club privé pour la thématique, en fait, qui était cette semaine, la fiscalité internationale et développer des marchés à l'international. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec nous un homme d'affaires, un entrepreneur, un multi-entrepreneur qui a plusieurs compagnies, qui a construit, ou du moins qui a cofondé il y a 27 ans, Orizo, une entreprise informatique qui est spécialisée dans le cloud-based provider. Et qui a aujourd'hui développé le marché au Canada, aux États-Unis, qui joue dans un marché extrêmement compétitif contre des gros joueurs comme Amazon, Google, Apple, etc. Donc aujourd'hui, on reçoit François Michaud de Orizo. Bienvenue parmi nous, mon cher. Merci. Merci de nous accueillir à Ibiza. C'est une très belle île, très intéressant. Yes, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, mon cher. Parle-moi de ta business un peu, parce que il y a 25 ans, l'Internet commençait, on était au début. Et toi, tu as commencé, de quelle façon? Tu as commencé plus dans l'informatique pour évoluer vers cloud-based, ou explique-moi un petit peu l'histoire derrière l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise connaît beaucoup de succès, mais comment c'est parti initialement ton entreprise? Au départ, on est parti à faire du support informatique. Donc, du support informatique. Exact. Ce que les gens appellent aujourd'hui MSP, Managed Service Provider. Après ça, on trouvait ça pas logique d'envoyer des techniciens avec leurs valises chez les clients. C'était long, c'était du perte de temps au niveau des transports et toute l'équipe. Oui. Donc, on a dit, on va installer des serveurs chez les clients, puis on va manager les serveurs à distance à partir de il y a 27 ans qu'on a commencé à faire ça. Est-ce que c'était déjà courant ou c'était une innovation dans le marché? C'était pas courant, des compagnies très rares. Là. Il y avait à peu près 2-3 compagnies dans le monde qui faisaient ça à ce moment-là. OK. Après ça, on s'est mis à faire un setup ultra optimisé pour faire pour les clients. Donc, on avait des serveurs, puis là, à un moment donné, on trouvait, pour faire économiser l'argent aux clients, on leur faisait acheter des mini ordinateurs qui sont vraiment très, très cheap puis très légers. Puis aussi vraiment solides quand tu les mets dans les shops, dans les industries ou dans les... Puis ça leur permettait d'accéder à un environnement rapide sans avoir besoin d'avoir d'un gros investissement sur un ordinateur que faut que tu changes à tous les 4 ans. Nous autres, l'ordinateur pouvait t'offrir 10 ans, 20 ans. Puis après 5 ans, on s'est aperçu en 2004-2005, on s'est aperçu qu'il y a d'autres clients d'autres fournisseurs qui faisaient la même chose. Fait qu'on dit, bon, on va innover. De tout seul dans ton marché à, OK, là, il y a de la compétition. Exactement. Fait que là, on est arrivé à une place, puis il y a quelqu'un qui avait soumissionné la même affaire que nous autres. Fait que là, on a dit, OK, il faut faire de l'innovation. Fait que là, on est retourné dans le laboratoire. Là, on a créé le cloud, là, comme tel qu'on le connaît aujourd'hui, en 2005. Puis pendant qu'on faisait ça, imagine qu'il n'y a rien qui existe au niveau cloud. Le mot cloud n'existe pas. Fait que, il n'y a rien qui existe à ce niveau-là. Mais donc, comment tu as eu cette idée-là? Je veux dire, tu n'avais pas de comparable, il n'y avait personne qui faisait ça. Bien, c'est de dire, OK, en ce moment, mes clients, il faut qu'ils achètent un serveur, puis physique. Puis là, il faut qu'ils investissent de l'argent. Puis là, moi, j'étais tributaire de leur investissement. Ça veut dire, s'ils achetaient un serveur pas assez fort, donc s'il y avait des ralentissements, ils appelaient chez nous. Puis là, on disait, bien là, ton serveur, il faut le changer. Non, je ne peux pas le changer tout de suite. Fait que là, il y avait une mauvaise
qualité. Puis là, ça nous repassait sur d'autres. J'ai dit, je vais créer une centrale, je vais être responsable de ma propre qualité, puis je vais monter les serveurs que je veux monter. Fait que là, on s'est mis à designer le produit. On s'est dit, OK, on va le faire de telle façon, le portail, on va le faire de telle façon. Fait que l'idée, c'était de publier des desktops en ligne. Donc, l'environnement complet de chaque utilisateur, le mettre en ligne. Puis tout ce qu'on envoyait, c'est la vidéo, le clavier puis la souris. Fait qu'on a monté ça, puis il faut le penser à ce que, OK, si je le fais aujourd'hui pour 1, 2, 3 compagnies, mais il faut que je le fasse pour que je puisse aller jusqu'à 1000, 5000, 10 000 compagnies différentes. Ouais. Donc, puis aussi au niveau des données, la sécurité des données, au niveau de la segmentation des clients, ce qu'on appelle du multi-tenant dans notre jargon. Fait que là, à un moment donné, un matin, lundi matin, je rentre au bureau, le client qui appelle, il dit qu'il s'est fait voler ses serveurs. Petit tabarnak, je suis choqué. As-tu des cassettes, des backups? Dans ce temps-là, c'était sur des tapes. Fait que là, il dit, ben, je me suis fait voler aussi le safe, puis on avait mis les cassettes dans le safe. OK. Bon. Fait qu'il me rappelle 2 heures plus tard, puis il dit, François, j'ai trouvé une cassette à la maison. Je dis, amène-moi là. Fait qu'il était comme 10, 11 heures le matin. Il l'amène, on prend la cassette, on met ça dans notre laboratoire, on récupère toutes les données, on construit la compagnie pendant toute la nuit. Fait que le mardi matin, les gens sont rentrés à 8 heures, puis c'est comme si rien s'était passé. Ils travaillaient tout à partir de mon laboratoire, de leur compagnie. Tous les employés étaient rentrés, il n'y avait pas de serveur, il n'y avait pas rien chez eux. Fait en 2005, c'est un concept qui n'existait pas. Personne ne faisait ça dans le marché. Exactement. Fait que c'est pas mal ça. Puis après ça, aujourd'hui, le squelette de ce qu'on a fait en 2005 est encore là aujourd'hui. Vous avez bâti là-dessus. On a bâti là-dessus, ouais. Puis aujourd'hui, vous êtes rendu dans quel marché? C'est quoi les entreprises que vous desservez? Où est-ce que vous êtes rendu à ce moment-là, à cette étape-ci? À cette étape-ci, on est rendu on dessert beaucoup des compagnies de logiciels qui vont publier leurs logiciels sur notre environnement. Donc, pour compétitionner avec un logiciel qui est déjà web, ben ils vont utiliser notre plateforme pour dire, OK, mon logiciel n'est pas web, je le mets sur la plateforme d'Orizo, puis je vais pouvoir la publier comme si, pour pouvoir compétitionner avec les SaaS, les Software as a Service, donc les logiciels. Donc, on les met SaaS as a Software as a Service. Fait que ça, c'est un gros marché pour nous. Aussi, on a encore des desktops en ligne. Puis là, on a automatisé tout notre système de publication de serveurs. Donc, on est devenu un peu comme Amazon, Azure ou Microsoft Cloud. Donc, on publie des serveurs en ligne. Puis là, on a tellement bien fait ce produit-là qu'on s'est dit, bien, on pourrait, à cause aussi de la sécurité des données puis la souveraineté des données, c'est important que le provider de web ou de cloud soit dans le même pays parce que les données sont gérées en fonction des lois du pays. Ouais. Fait que là, notre portail, si tu te branches dessus, que tu sois dans n'importe quel pays, tu deviens un cloud service provider en 15 minutes. Donc, tu peux vendre des serveurs en ligne. C'est déjà branché avec la carte de crédit, tout le kit. Donc, un client arrive, il se log, il commande ses CPU, sa RAM, son espace disque, puis il peut utiliser ses serveurs directement live d'une façon autonome. OK. Puis, comment que c'est maintenant de compétitionner avec des gros joueurs comme AWS, Google, Apple? Tu sais, il y a plusieurs années, tout le cloud-based n'existait pas, mais aujourd'hui, tout le monde est rendu là, puis c'est la guerre, c'est très compétitif. Donc, comment tu te positionnes dans ce marché-là? Puis, comment toi, tu deals en étant CEO d'une compagnie québécoise qui est dans un marché ultra compétitif où il y a des gros joueurs américains? Exactement. Le défi, c'est que ces gros joueurs-là, ce qu'ils font tout un paquet d'outils, un écosystème, où quand tu rentres dans l'écosystème avec ton logiciel, tout ça, tu deviens comme emprisonné dans cet écosystème-là parce que ça ne change pas. Tu ne peux pas aller de Google Cloud à Amazon Cloud ou à Azure Cloud très facilement si tu as tout créé tes microservices autour de ces systèmes. Oui. Tu deviens dépendant de leur technologie. Exactement. Fait que là, on est en train de créer des outils qui simulent ces microservices-là. Donc, exemple, Amazon S3 Service pour partager des disques durs. Bon, on va installer un produit qui simule le partage de disques durs comme si on était Amazon. OK. Fait que comme ça, les gens vont pouvoir facilement transférer les données. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a aussi la souveraineté. Vous savez, avec le Cloud Act qui est aux États-Unis,
si tes données sont sur un gros cloud service provider, les 3 plus gros, à ce moment-là, le gouvernement américain peut aller regarder, peut accéder à tes données sans que le dire au client. Donc, il peut obliger Microsoft à partager les données sans le dire au client. Fait que ça, au niveau de la souveraineté des données, c'est un danger. Donc, d'aider tous les pays à devenir souverains avec leurs données, je trouve que c'est une belle mission. Tout à fait. C'est ça qui te drive? C'est ça qui me drive, oui. Ah ouais. Dans ton parcours, François, c'est quoi T'as-tu une période qui a été... T'as eu des remises en question ou une période qui a été très sombre? Ou c'est quoi la plus grosse épreuve que tu as eu à passer dans les 25 dernières années? Ça fait quand même 27 même que tu me dis. Ouais. C'est long, 27 ans en affaires. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes prospères, d'autres plus difficiles. Quand tu regardes dans ton background, dans ton rétroviseur arrière, c'est quoi la période qui est la plus difficile que tu as eu à surmonter? Je pense que la période la plus difficile, ça a été la conversion d'un modèle d'affaires par projet, de le convertir en modèle d'affaires récurrent. Ouais. Fait que c'est comme si tu prenais toutes tes ventes d'une année puis tu les mettais sur 3 ans. Mais avant de l'année numéro 2, tu la mets sur 3 ans. L'année numéro 3, ça met sur 3 ans. C'est dur pour le cash flow. Ça met un shutdown au cash flow, là. C'est dur, là. Fait que là... Tout à fait. Pour ceux peut-être qui connaissent moins, pour avoir une valorisation beaucoup plus élevée, donc le fait de convertir ton revenu annuel en revenu récurrent annuel, bien, ton multiplicateur de valeur d'entreprise va augmenter. Exact. Donc, j'imagine que c'était l'objectif, capitaliser, valoriser le maximum l'entreprise en switchant le business model. Je suis un visionnaire. Je suis pas c'était pas pour ça. C'était pour mon idéologie, c'est de dire, OK, je vais construire une centrale qui va permettre à tous les clients de se brancher sans avoir besoin d'acheter des serveurs. C'est comme un gros condo où tu as toute la piscine, les services, ouais. Mais tu n'as pas besoin d'acheter la piscine pour toi, puis tu as besoin d'acheter ton condo et tu as accès frais. à tous les services. Fait que c'était ça l'idéologie. C'était pas de... On a subi cette transition-là qui était très difficile. Puis en plus, les banques ne comprenaient pas cette transition-là. En 2006, imagine, mes ratios étaient horribles. La banque disait, bien là, François, tes ratios ne marchent pas, là. Fait que là, il fallait trouver du financement avec des mauvais ratios. Fait qu'il a fallu qu'il y en ait un chargé de compte qui a cru à notre projet. On a eu la BDC qui ont cru à notre projet. Ensemble, ils ont créé quelque chose qui a sauvé la compagnie. Ah ouais, hein? Sinon, si on allait dans le trou, là, ça prenait beaucoup plus de financement que qu'est-ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on avait tout mis nos ventes sur 3 ans, 4 ans. Fait que tes revenus, tes profits, tu les mets sur 3 ans à chaque fois, là. Fait que ça a été cette transition-là. T'as tombé à perte à ce moment-là, justement, quand tu as commencé à switcher tes revenus en revenus récurrents? Tombé à perte, dans de cash flow. Fait que aujourd'hui, quelqu'un veut changer son modèle de vente en récurrence, ben j'y conseille d'y aller d'une façon transitoire, de dire, OK, je vais mettre 10 la première année, 15 la deuxième année, 25 l'autre année après. Pas de faire ça d'une shot comme on l'a fait, parce qu'on a pris tous nos clients. C'est pas comme si on avait pris des nouveaux clients, ouais. Puis on avait dit, OK, je te mets dans un modèle récurrent. On a dit à nos clients actuels, on a dit, OK, je t'embarque dans un modèle récurrent. Là, on venait de tuer notre cash flow. Tout à fait. Fait que ça a été une période assez intense. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Bien, faire un changement de business model ou de facturation ou de façon de faire, souvent,
on est mieux de le faire avec la nouvelle clientèle. Exact. Même quand tu veux augmenter tes tarifs ou tu veux amener des nouvelles politiques, au lieu de... Des fois, l'entrepreneur veut comme uniformiser tout, fait qu'il veut tout faire en même temps. Exact. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire avec des nouveaux clients, de tester le marché, faire la transition, puis après ça, quand c'est bien adopté puis qu'on est sûr que le nouveau modèle marche, fonctionne bien, bien là, on peut transitionner les clients actuels. Parce qu'on était plus idéologique, là. Fait qu'on a dit, OK, nos clients, on va leur faire profiter de ça tout de suite, puis let's go. Puis c'est ça. Ça leur faisait On veut sauver tout de l'argent, changer puis tout de toute la kit. Fait que quand ils sauvaient de l'argent, c'est nous autres qui prenaient le shoot. Hein? Oui, c'est ça. Exact. Ça t'a pris combien de temps faire cette transition-là, puis comme sortir la tête de l'eau un peu? 5 ans. 5 ans? Ouais. Ça fait qu'il fallait y croire pendant 5 ans là, de vraiment rusher, puis pouvoir chaque optimisation qu'on pouvait faire, tout ça, parce qu'il fallait acheter pour 1 million, 2 millions d'équipements. Fait que là, il y a aussi... OK, toi, en plus, c'est ça. T'avais pas juste... Tu sais, c'était pas juste des revenus avec des humains à payer. Tout ça, t'avais du... Quand tu allé chercher un nouveau client, combien de temps ça prenait de temps? Combien de mois ça te prenait, disons, quelqu'un qui prenait un abonnement avec toi, le fait qu'il fallait que tu achètes du matériel, ça prenait combien de mois avant d'être rentable? Bon, ce qu'on avait fait, on avait pris notre chiffre d'affaires, notre client actuel, on a calculé ses plus grands, mais c'est pas la quantité d'équipements qu'on avait besoin, puis on a doublé ça. Ça veut dire que le jour 1, on a déjà 50 de plus de dépenses que de revenus. Ouais. Fait que là, le temps que ça se remplisse, puis là, il faut t'en rajouter d'autres, Fait que c'était des gros investissements. Puis l'autre affaire aussi, une autre affaire qui nous a sauvés, c'est là, il fallait se mettre à acheter. Là, nos ratios tombaient, parce qu'on achetait, supposons, 500 000 d'équipements, 1 million d'équipements. Mais là, nos revenus ne suivaient pas nécessairement l'achat des équipements. Fait que là, on se retrouvait à être saturé au niveau de la capacité d'emprunt. Fait qu'on a changé à de la location. Donc, on a loué l'équipement à la 4e année, je crois. On a commencé à louer de l'équipement au lieu de l'acheter. Bien oui, tout à fait. Parce que j'en vois ici des entrepreneurs qui, eux autres, c'est des tracteurs qu'il faut qu'ils achètent. C'est la machinerie, les camions. C'est le même défi, là. C'est que la valeur que ta machinerie vaut à telle date, mais en informatique, là, 3 ans, c'est zéro, là. Fait que faut vraiment que tu calcules ton setup sur 3 ans, sur 36 mois. OK. Fait que tu as passé de payer cash à finalement louer. Exact. Tu le faisais pas parce que tu savais pas que cette option était possible ou c'est parce que les banques ne voulaient pas louer à cause du changement de business model? Bien, les banques n'ont jamais voulu vous louer au départ. Là aujourd'hui, ils le font, là, mais ils ne connaissaient pas pantoute ce business model-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est que les fournisseurs comme Cisco, Dell, ont dit « Hey, on va faire un programme de location. » Fait que c'est eux autres qui se sont mis à louer. Que tu rachètes à 1$ après 4 ans. Autres ici ont transformé leur business model de vente annuelle à revenu récurrent en même temps dans cette période-là. Exactement. Ça m'a permis de le faire quand ces fournisseurs-là ont commencé à faire la location d'équipements au lieu de l'achat. Fait que là, la dépense suivait les revenus. OK. Tu sais, j'avais pas un décalage entre il fallait que j'achète 2 fois plus, 3 fois plus, puis là, à un moment donné, le revenu arrivait. C'était vraiment la dépense suivait les revenus. Tout à fait. OK. C'est au niveau businessman. Au niveau business, c'est important de penser à ce concept-là. Oui. Puis, dans ton parcours, as-tu eu des partners? As-tu eu des investisseurs? Est-ce que tu as gardé ton équité tout seul ou est-ce qu'il y a eu du monde dans l'actionnariat avec toi au cours des 27 dernières années? J'ai parti avec un cofondateur. On était 50-50. Fait que... Après ça, on a rentré deux actionnaires employés. Après ça, il y a eu un shotgun, c'était le 22 décembre. Là, avec ton associé principal, je présume. Avec mon associé principal. Fait que là, j'ai racheté finalement. Puis j'ai racheté aussi les employés. Suite à ça, 3 ans plus tard, quelques années plus tard, j'ai eu un autre actionnaire. J'avais acheté une compagnie, puis j'ai payé des actions. OK. Puis que cet actionnaire-là, je l'ai racheté 2 ans après. OK. Là, en ce moment, je n'ai pas d'actionnaire. Mon nouveau projet qui va demander incroyablement de marketing, va demander, fait que ça se peut que j'ouvre l'actionnariat dans les prochains mois pour pouvoir partir ce projet-là. Là. OK. Avec des partenaires stratégiques plus passifs, je présume? Exactement. OK. OK, all right. Puis comment ça s'est passé, si tu es à l'aise à en parler, là, le rachat de l'actionnaire, les clauses shotgun, pour ceux qui sont peut-être moins familiers.
On voit ça assez souvent quand même dans les conventions d'actionnaires où il y a une clause qui fait que si un actionnaire fait une offre à l'autre associé, ben l'autre peut se virer de bord puis payer le même prix pour le rachat de parts. Fait que c'est un couteau à deux tranchants. Donc, c'est lui qui t'a envoyé une clause shotgun juste avant Noël, de ce que je comprends. Exactement. Fait que la clause shotgun, c'est important parce que, tu sais, il y en a qui veulent la mettre dans une convention, il y en a qui ne veulent pas la mettre parce qu'ils ont peur. Mais si on ne l'avait pas eu, on n'aurait pas pu régler ce conflit-là. Ça aurait pu, c'est parce que la seule option que tu as, si tu n'as pas la clause shotgun, c'est soit régler ou dilapider la compagnie. Parce qu'à un moment donné, ça devient très difficile, l'atmosphère dans la compagnie, ça affecte, ça affecte au niveau du personnel et tout. Tout le monde le sent, ça, que quelque chose ne marche pas. Fait que, puis le mettre dans une convention, puis l'exécuter ou le recevoir, c'est deux choses. C'est clair, hein? C'est facile de dire, OK, on va la mettre, c'est bon, OK, on va mettre telle clause. Mais quand ça arrive, là tu vois, il faut que tu parles à un avocat, puis tu trouves, bon, OK, comment il faut que ça se fasse? Tu avais combien de temps pour répondre? Hein? J'avais 30 jours pour répondre. Fait que dans la convention, c'était marqué, tu as 30 jours pour répondre, puis tu as 30 jours pour trouver l'argent. Puis dans le shotgun que j'ai reçu un 22 décembre, j'avais 30 jours pour trouver l'argent aussi. Fait qu'imagine, tu perds une semaine, quasiment 2 semaines en partant. Là. C'est le 22 décembre. Les banques sont fermées pendant 2 semaines, 3 semaines même, parce que là, tout le monde prend des vacances. Oui, c'est ça. Puis tu as 4 semaines pour trouver l'argent. Ça a été un Noël assez horrible, où j'avais à l'entrée de la maison un agenda avec, bon, mais combien d'argent que j'ai, combien d'argent à chaque jour, c'est quoi mes stratégies. Écoute, j'ai vu toutes sortes de possibilités. Finalement, j'ai demandé à un ami, puis il a pu m'aider. À ce moment-là, on a fait un deal où il m'aidait, puis je l'aidais dans son projet. Il y a eu du succès avec son projet. Puis de mon côté, bien, j'ai pu régler ça. Est-ce que cette shotgun-là faisait suite à quelques semaines ou quelques mois de conflits ou de discussions, négociations, puis là, il a décidé de sortir ça, ou c'était complètement imprévisible? C'était très prévisible. OK. Dans le sens que... J'étais déjà en discussion pour ça. Là. Ça faisait quelques années. Tu sais, on était 2 personnes honnêtes, 2 personnes super... mais on n'avait pas la même vision. Okay. C'était pas une question de « Ah, c'est une mauvaise personne, ah, si, ah, ça ». Non, c'était une question que... C'était conflictuel au niveau de la vision. Moi, ma stratégie de vente ou de marché que je voulais aller chercher, c'est la masse. Puis lui, sa stratégie, c'était... De niche. Quelques clients, mais des gros clients, de niche, ouais. Fait que là, il y avait un conflit à chaque fois qu'on prenait une décision, il fallait la prendre. Et là, je pouvais pas, je pouvais dire non, lui, il pouvait dire non, parce qu'on se nuisait dans le fond. OK. Fait que quelques années avant, on a essayé de vendre la compagnie. Après ça, on a dit, OK, si on vend tout de suite, on n'aura pas vraiment le vrai potentiel, fait qu'on va continuer. Oui. Puis là, rendu où est-ce qu'on était rendu, il fallait qu'il arrive quelque chose. Fait qu'il m'avait fait un offre quelques semaines avant que j'ai refusé. J'ai une deuxième offre, j'ai refusé. Puis là, on est arrivé au shotgun. Fait que... Puis lui, de ce que je comprends, lui voulait la racheter dans le fond. Oui, mais il voulait pas, c'est ça, exact. Il voulait pas nécessairement que tu l'achètes. Là. Ça n'a pas fait son affaire. Là. Je peux pas te confirmer ça, je ne suis pas dans sa tête à lui, là. Mais ce que je sens ou ce que je sais, c'est que ça a été très dur à recevoir comme nouvelle quand il a vu que j'avais racheté. J'imagine. Puis toi, comment ça a été? Je pense qu'il est plus heureux, puis je suis plus heureux aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis comment toi, tu as reçu ça, une clause shotgun? Parce que justement, quand tu es dans la négociation, ben c'est oui, c'est non, puis il n'y a pas de trouble. Mais là, quand tu as un shotgun, tu n'as pas le choix de prendre une décision. Exact. Puis soit tu vends, soit tu rachètes. Comment toi, tu as vécu ça le 22 décembre, recevoir une clause de shotgun à quelques jours de Noël? Je pense que tu avais des enfants, j'imagine, ils étaient plus jeunes. Exact. Au départ, j'ouvre le document, puis je vois le prix. Je suis tout content, j'appelle mon avocat, je dis « Hey, c'est cool ». Mais après ça, quand j'ai vu la clause 30 jours pour trouver l'argent, j'ai trouvé ça, oh my God, j'ai arrêté de fêter, je me suis mis à l'attaque.
OK. Fait que ouais, c'est difficile, c'est difficile. Même la famille, la belle famille, on dit OK, on va emprunter pour t'en donner, mais des montants comme ça, c'est pas la famille qui peut t'en donner, c'est pas ta carte de crédit, c'est pas. Puis même à la fin, quand j'avais réussi à amasser tout l'argent, on était un jeudi de 12, puis il manquait 5 000, j'ai pris sur ma carte de crédit. Puis le lendemain, c'était vendredi 13, fait que j'ai dit au huissier, tu peux procéder. Ah ouais, hein? Ouais. Incroyable. Fait que c'était ça. Mettons qu'on grandit dans tout ça. Puis aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire shotgun ou qui veut mettre une clause shotgun dans son contrat, bien, je peux l'aider dans cette démarche-là. Je peux conseiller parce que je l'ai vécu. J'ai toujours cru qu'une clause shotgun, c'est désavantageux quand il y a deux actionnaires qui sont pas au même endroit dans la vie, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui financièrement est plus instable, puis l'autre est beaucoup plus prospère, parce que ben, tu peux te faire lowballer, tu peux te faire une offre vraiment basse, puis tu vas te choquer, puis finalement, tu vas vendre tes actions à un prix ridicule. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais dans une convention, tu peux rajouter des processus avant la clause shotgun. Exemple, la médiation. Tu peux rajouter des choses comme ça. Obligé tant de jours, puis après ça, la clause shotgun. Bon, dans la clause shotgun, tu peux faire aussi ça comme tu veux. Hein. Ouais. Tu peux dire, OK, il peut faire la clause shotgun, comme dans une de mes compagnies. La façon de pouvoir faire la shotgun, il faut que tu aies ramassé au plus que 51% des actionnaires pour pouvoir enclencher une clause shotgun. Ouais. Si tu n'as pas 51% des actions. On s'arrange pour protéger les petits actionnaires ou ceux qui sont moins anti. Puis quand quelqu'un investit dans ta compagnie, il n'ira pas à la clause shotgun. C'est plutôt les deux opérants qui sont majoritaires et qui n'ont pas d'issue. C'est plus, habituellement, les opérants qui sont majoritaires, pas d'issue, sont pas mal dans la même game. Ils sont pas mal au niveau financier, toute l'équipe. Mais oui, tu peux modifier la clause shotgun pour l'adapter, pour mettre des protections. Mais il faut que tu saches que chaque fois que tu mets une protection, ça peut te nuire lorsque tu l'enclenches. Ça peut te nuire lorsque, dans une des compagnies, on fait faire la convention. Un mois après, puis on savait, là, on dit on fait la convention, puis après ça, on va pouvoir, avec ça, faire un cash call. Mais les actionnaires minoritaires ou les petits actionnaires ont tellement eu peur que l'avocat a mis une clause anti-dilution dans la convention. Fait que là, tu te retrouves à faire un cash call. Wow. Mais ceux qui ne veulent pas mettre d'argent, bien, ils n'ont pas de pénalité. Ils n'ont pas moins d'actions. C'est correct, c'est cool. Merci, tu as investi, c'est gentil. Mais non. Fait que là, on s'était fait, my God, c'est quoi ça? Fait qu'on venait de faire la convention. C'est pas comme si c'est compliqué de faire ça, parce que quand ça arrive, les petites phrases, là, c'est important de les voir avant, pas après. Tout à fait. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Tout à fait. Puis, sur un autre ordre d'idée, tu m'as partagé qu'après 27 ans, tu n'avais pas encore de département de marketing, pas de département de vente. J'imagine que c'est toi et d'autres personnes dans l'équipe qui vous répartissez un peu les tâches. Comment une business peut avoir autant de succès sans avoir nécessairement d'une équipe qui s'occupait du marketing jusqu'à tout récemment? Écoute, c'est pas une fierté de dire ça, là, mais... Bien, je pense que tu peux être fier quand même, parce que ça veut juste dire que le meilleur est à venir, puis la business va connaître juste encore plus de succès. Tu as quand même c'est un bon point. À un haut niveau sans ça. C'est parce que, OK, moi, j'étais au niveau plus technique, au niveau vision, toute l'équipe. Tout ce qui est marketing, vente,
C'est moins ton je suis pas dada. baigné. Moi, c'est pas ma force. Ça. Fait que là, ce que je faisais, je dis OK, je vais être underground, je vais signer avec des partenaires, puis eux autres vont aller chercher des clients. Ça a marché jusque-là, jusqu'à 1600 clients qui travaillent tous les jours dans le système. OK. Fait que c'est ça, fait que ça a marché jusque-là. Mais là, il faut passer à un autre niveau. Fait que là, j'ai engagé il y a quelques mois une personne marketing. Fait que moi, je me suis dit que si j'engageais quelqu'un de marketing, on commençait à monter tous les concepts, les documentations. Quand la personne de vente va arriver, elle va avoir tous les outils pour pouvoir stepper up. Fait que c'est le même qu'on le fait. On vient d'engager la personne des ventes aussi. C'est sûr que j'ai eu un coach il y a 1 an qui m'a permis de dire OK, François, il faut que tu le fasses. Là, parce que si tu veux faire de la croissance, parce que tu atteins un plateau à un moment donné, fait que si tu veux vraiment faire de la croissance, il faut que tu Bien, puis de l'expansion, de la croissance, souvent, à un moment donné, rendu où ce que tu es, ta réputation est là, les gens commencent à te connaître, tout ça, tu as une pas pire croissance, mais si tu veux vraiment expansionner et multiplier tes chiffres, tu n'as pas le choix de rentrer dans le marché, surtout que tu as un marché qui est super compétitif. Exact. Tu dois te faire connaître, les gens doivent savoir qu'il y a d'autres solutions sur le marché que ce qu'ils sont habitués de connaître. Là. Exact. Puis là, j'aimerais ça que tu nous parles, c'est assez incroyable ce que tu me disais, de convertir la structure informatique en revenu au lieu d'en revenu de dépenses. Es-tu à l'aise à parler de ça sur le podcast? Qu'est-ce que tu es en train de mettre en place en ce moment là-dessus? Exact. Ce qu'on va présenter au CloudFest en Floride au mois de novembre, c'est qu'on va permettre à toutes les compagnies qui ont des serveurs, des CPU, de la RAM, d'espace 10, de pouvoir revendre en le mode location comme s'il était un cloud service provider. Donc, ils vont passer des équipements qu'ils ont achetés des millions, qui est une dépense, à un revenu. Fait qu'ils vont convertir ça en revenu. Fait que, puis aussi, ça va permettre aussi à des compagnies qui font du service informatique, puis ils ont des petits serveurs à quelque part dans un data center, puis ils se cassent la tête à choisir, acheter de l'équipement, tout le kit. À la place, ils ont juste à utiliser notre cloud, puis ils vont devenir cloud service provider. Simplifier leur vie, simplifier l'automatisation, tout ça. Avec la carte de crédit, ça facture tout seul le client, c'est tout 100% automatique. Puis là, en janvier, la phase 3 du projet, on va permettre à n'importe qui a des CPU RAM espace 10 de pouvoir vendre, louer son espace 10, son CPU et sa RAM, son GPU. Incroyable. Donc, on veut utiliser, dans le fond, tout l'espace, toutes les ressources inutilisées sur la planète pour créer un méga cloud avec ça. Donc, c'est un écosystème où il va y avoir des gens qui vont... Par exemple, moi, j'ai du AI à faire. J'envoie ça sur 200, 1000, 5000 CPU. Ça roule pendant toute la journée. Ça me donne mes résultats. Je paye ces gens-là. Donc, l'écosystème va payer ces gens-là. Moi, ça va me coûter des sous. Ça va me coûter moins cher que les cadres publics, mais ça va coûter quelques sous pour pouvoir l'utiliser. Donc, ça va permettre à tout le monde. Je trouve que c'est écologique comme projet. Vraiment. C'est pour ça que je me lève le matin, c'est pour ce projet-là. Mais les gens ne se rendent pas compte, mais toute la donnée qu'on utilise, ça a un impact sur l'environnement. Exactement. Les serveurs, les clouds, les ordinateurs, les sites web. Imagine. C'est énorme la pollution technologique qu'il y a en ce moment. Les milliards de CPU qui sont inutilisés actuellement. Là. Okay, la nuit ici, c'est le jour... c'est follow the sun qu'ils appellent, là. Fait que pendant que tu dors, tes CPU peuvent être libérés au lieu d'être pas utilisés puis être branchés sur l'électricité. Puis réduire l'empreinte énergétique, évidemment. Exactement. Wow, hein? C'est ça que tu aimerais que les gens se rappellent de toi et de ta business? Oui, c'est tout un défi, mais oui, c'est ça que j'aimerais savoir. C'est ça qui te drive. C'est ça qui me drive. C'est ça qui fait que je continue dans ce projet-là. Ah ouais, hein? Qu'est-ce qui te drive à part de ça? Parce que tu as plusieurs autres compagnies. Tu as l'air d'être un passionné des affaires. Tu es un gars qui aime ça avoir du fun aussi. On l'a bien vu cette semaine. C'est cool aussi. Qu'est-ce qui te drive dans le monde des affaires, puis l'entrepreneuriat, puis les investissements? C'est l'innovation, les transactions. OK. C'est un gars mathématique. Que j'aime faire des deals. Exemple, en immobilier, c'est faire les transactions. C'est pas gérer l'immobilier, mais j'aime ça faire des transactions. Donc, moi, passer une fois par mois, puis transiger, faire une transaction, puis après ça, la transaction est gagnante. Puis là,
Tu peux, tu sais, faire des transactions, tu ne peux pas perdre, là, c'est intéressant. Fait que, puis, une des choses qui est importante, c'est que quand tu quand tu fais une transaction, tu tombes nécessairement en négociation. Puis, je suis en train de me spécialiser dans la négociation où on génère de la valeur dans une négociation. Ça veut dire pas juste de dire, OK, je vends ce produit-là, c'est tel prix, la personne dit, OK, je vais baisser le prix. Non, c'est de créer, lorsque tu reçois un résultat de négociation, tu crées 2 autres points de négociation que le client dit ou le fournisseur dit, ah, si je vends ça, puis il va payer ce prix-là, mais il va me donner ça, ça, ça. Puis ça, bien, c'est peut-être Ça bon a pour... de la valeur. Ça a de la valeur peut-être dans le futur. Exemple, je vais héberger ton site web. De l'autre côté, vu que tu es une compagnie marketing, tu vas m'aider à faire du marketing. Puis de l'autre côté, bien, je vais te mettre dans notre IP qui est aux États-Unis, donc tu vas avoir plus de volets au niveau américain. Tu sais, il y a plus. Fait que tu ne fais pas juste revenir à la personne avec son point de négociation. Tu reviens toujours avec 1 ou 2 points de plus de négociation. Il ne faut pas avoir peur de faire 2, 3, 4, 5, 6 vagues de négociation. Après 6 vagues de négociation, c'est sûr que tu vas peut-être avoir 10 points de négociation. Souvent, les gens, ils se négocient purement sur le prix. C'est ça. Mais c'est toutes les autres conditions, puis le reste de la transaction qui souvent va influencer sur le prix, ultimement, sur ce que quelqu'un va être prêt à accepter. Comment créer de la valeur dans ta négociation? C'est ça qui me challenge. Là. Ah ouais. Fait que là, après la négociation, le monde sont contents, puis ils sont comme, OK, j'ai gagné quelque chose, puis l'autre aussi, il a gagné quelque chose, puis... Fait que, pour moi, c'est important, ça. Fait que j'aime ça. Fait que, au niveau de l'immobilier, c'est les transactions. Au niveau de la compagnie Blue Pearl, j'ai acheté des actions dernièrement. La distillerie Blue Pearl, oui. Fait que si on fait du gin, du rhum, puis de la vodka, on fait du... Fait de la vodka aussi. Du café expresso, on a 18 SKU à l'SAQ. Ah ouais. C'est une autre dynamique. Pourquoi tu as investi là-dedans? Parce qu'on n'est pas partout dans l'informatique, puis on est dans l'innovation. OK. Bon point. L'année passée, j'avais d'autres compagnies aussi en service. Je me suis dit que mon modèle d'affaires à moi, je vais m'en aller en produit. OK. Donc, j'ai vendu mes compagnies de service. Puis quand que j'ai vu la distillerie arriver, il y avait besoin d'aide. Puis en même temps, je trouvais ça intéressant comme projet. Puis c'est un produit. Fait que j'ai dit, parfait, c'est un produit, donc je peux faire le 10X avec un produit. Fait que quand tu arrives à la distillerie, puis tu vois les réalités avec tout ça, on est obligé d'innover, donc de créer des nouveaux produits, des mix à mojito, des sirops. Au lieu de, quand tu as des événements avec 50 000 personnes, tu ne peux pas faire des shakes à chaque fois qu'un client arrive. Fait qu'on a un prêt à boire? Non, on a un sirop mojito. Fait que là, tu mets le sirop mojito, puis là, ça peut faire ton mocktail, ou tu rajoutes ton alcool. Mais quand tu fais le mocktail, il y a le goût dedans de rhum ou de vodka. Fait que déjà, mais il est sans alcool. Fait que là, tu fais ça, puis ton mix est fait. Wow. Fait que, on a fait ça pour un grand événement à Montréal où on a livré 25 000 cocktails en 3 jours. Fait que, ça a été intense, là. Mais ça a été le fun. Fait que c'est un autre genre c'est complètement un autre genre de choses, mais le côté business est le même. Le côté cash flow, gestion des opérations, ressources humaines, études de marché, marketing, le concept, c'est le même. Le marketing, il est un B2C. Ouais. C'est comme un B2B, parce que tu vends un SAQ. C'est un B2B. Tu négocies l'entente B2B, mais il faut que ton produit parle au B2C. Exactement. Fait que c'est une autre stratégie marketing. Donc, c'est d'autres personnes marketing, c'est des personnes. Puis c'est aussi. Oui, tout à fait. C'est pas la même affaire par exemple, quand j'ai fait la MIT, il faut t'étudier c'est qui ton persona, c'est qui ton client. Ben là, il faut faire le marketing pour des groupes d'âge qui sont différents. Donc, selon, si c'est un gin en ce moment qui a de la classe, il faut viser de tel âge à tel âge là, pour le marketing. On ne peut pas juste faire du TikTok ou des choses comme ça. Fait qu'il faut viser plusieurs types. Comment c'est dealer avec la SAQ? Je commence, là. J'ai pas toutes les deals. C'est pas toi qui es rentré à la SAQ, c'était déjà là. Pour moi, c'est ça.
Fait que, une fois que tu as négocié, puis les autres, ils font les commandes, puis tout le kit, ça a l'air bien allé. Là. C'est pas, la façon dont ça fonctionne dans ce système-là, c'est que tu as un genre de, pas un revendeur, mais un courtier qui représente la compagnie, puis qui représente la SAQ, puis il fait la transaction. Mais j'ai pas de, j'ai pas assez de connaissances au niveau de la SAQ. D'autre côté, vu qu'on a fait les mix, les sirops, ben, on peut faire directement avec les épiceries à ce moment-là. C'est pour faire l'exportation. Tu sais, je marchais à Dubaï, je peux pas envoyer de l'alcool là-bas, ils ne peuvent pas d'alcool dans 90% des établissements. Fait que, envoyer des mix, ben, ça devient une belle alternative. Tout à fait. Fait que je viens d'ouvrir un marché que je n'avais pas accès là, avant. Là. Puis aussi au niveau des douanes et tout ça, quand tu fais affaire internationalement, si tu passes de l'alcool, c'est beaucoup plus compliqué au niveau des douanes que s'il n'y a pas d'alcool. Ouais. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Tu as effleuré Dubaï. Tout le monde parle de Dubaï, que c'est l'endroit par excellence pour toucher des nouveaux marchés, des gros investisseurs, tout ça. Tu as investi beaucoup de temps pour développer Rizzo à Dubaï dans les dernières années. C'était quoi ton expérience? Puis comment tu vois le marché de Dubaï pour un entrepreneur canadien, disons, qui veut s'établir là-bas? C'est quoi les avantages et les inconvénients? Ça dépend de ton produit ou de ton service. Là. Ouais. Ce qui est la puissance de Dubaï, c'est un pôle business pour tout ce qui est Europe, Asie, Inde, Afrique. C'est un pôle de service, dans le fond, pour tous les continents qui se touchent. Là. Incroyable. Dans le sens que les transactions, le transfert d'argent, tout le monde est payé dans les journées, il n'y a pas de souci. Okay. Fait que c'est un pôle pour ça économique. Et il y a des méga conférences là, au niveau informatique, oui. au niveau électronique, là-bas, incroyable. Sur tout, à peu près, je pense. Oui, sur tout. Sur la bouffe, sur tout. Puis, il y a un paquet de produits, tout ça transige par là. Fait que ça c'est pas à négliger. Sauf que tu te retrouves devant un client américain ou devant un client mexicain, puis tu te dis que ta compagnie est à Dubaï, ça passe pas. Ah ouais? Hein? Ça passe pas. Eux autres sont contents que ta compagnie soit canadienne, que tu sois à proximité, que tu aies... Fait que c'est ça. Fait que au niveau, le fait que la compagnie soit canadienne, c'est un très beau modèle. Là, fait que ça t'a amené des défis avec les clients du Canada principalement? Exact. Canada, américain, oui. Américain aussi, OK. Je m'en allais à une conférence, là, puis c'est nous autres qui présentaient, là, puis on ne pouvait pas présenter qu'on était de Dubaï. Ah ouais. Puis ton but initial quand tu es rentré à Dubaï, c'était-tu justement d'aller développer la clientèle dans ce marché-là? Ou dans c'était notre plus tête, pour des raisons légales et fiscales? non, dans notre tête, c'était plus pour une question de transaction puis de rapidité. Et l'image, te dire, OK, c'est la Suisse de l'économie, tu sais. Fait que, tu sais, tout le monde a des perceptions sur tous les pays, là, on ne peut pas enlever ça, là. Mais on pensait que c'était mais c'est pas tant d'après certaines perceptions je comprends. Nord-américaines, c'est pas tant la Suisse c'est pas si bien vu que ça. Peut-être que dans 20 ans, ça va évoluer, mais exactement. Dans les prochaines années, ça va le faire, mais c'est encore un beau aujourd'hui. pays, c'était sécuritaire, c'est super. Écoute, tout ce que j'ai pas acheté il y a 2 ans a doublé.
Dans le sens que tout vraiment. Je donne un exemple à quelqu'un. Si tu as une ferme, tu as un gros terrain dans une campagne, puis tu as une grue, tu vas-tu investir là ou tu vas investir à la place qui a à peu près 1500 grues en train de monter des 70-80 étages? Ouais. C'est où tu vas mettre ton argent? C'est où qu'il va y avoir la plus grosse croissance? D'un autre côté, ça se peut que ça fasse collapse aussi, là, mais personne ne sait d'avance, mais c'est une place euphorique au niveau de l'économie. Quelqu'un qui veut vendre en Inde ou puis en Amérique du Nord, il peut le faire à partir de Dubaï. C'est incroyable. Mais dans mon cas, c'est une question de confiance, une question de souveraineté, c'est beaucoup de points C'est importants. vrai, en plus, il y a beaucoup de sécurité de données dans ton marché. Exactement. Des fois, c'est la confiance, ce qui est important là, dans notre côté. La confiance est beaucoup. Et le premier crochet à faire. Après ça, OK, parfait, ils ont confiance. Parfait, c'est-tu un bon produit? Ça fait-tu ce que je fais? Mais si la confiance n'est pas cochée... tout le reste, c'est pas important. Le reste, c'est pas important. Wow. Puis si tu regardes dans ton parcours, François, ça serait quoi une chose que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Si tu avais su plus tôt, tu aurais... Le CDC, non? On en a parlé pas mal cette semaine. Oui, c'est ça. Tu vois, il n'est jamais trop tard pour apprendre, François. C'est fou, hein? Écoute, aujourd'hui, les gens vont voir une compagnie, ils vont acheter une compagnie, ils vont aller chercher leur financement, du financement privé, ils vont tout attaquer, puis ils vont y aller all-in, puis ils vont grossir une grosse compagnie en quelques années, rapidement. Puis moi, de notre côté, on y était par nos moyens. Pas trop de leverage. Pas trop de leverage. Pas d'investisseurs. Exactement. Fait que comme là, la on s'est façon retrouvé. plus traditionnelle de faire les affaires. Ce qui est correct aussi. Ce qui est correct aussi, mais qui est... C'est plus long. C'est beaucoup plus long. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide de monter. Il y a tellement d'outils aujourd'hui, avec les AI et tout le kit. Pour monter une compagnie, c'est incroyable. Là. Fait que c'est tous ces outils-là qu'on n'avait pas dans le temps. Là. C'est comme aujourd'hui, si tu irais à l'université avec pas d'Internet puis pas d'AI, c'est pas la même game qu'est-ce que les gens ont aujourd'hui avec les AI puis l'Internet. Est-ce que tu dirais que c'est plus un manque d'outils ou c'était plus un manque de connaissances au niveau de toute l'intelligence financière puis les stratégies financières, tout ça que tu as peut-être accumulé plus dans les dernières années? C'est sûr que ça aussi, mais tu sais, avoir eu là, j'ai un coach depuis, j'ai engagé un coach depuis 1 an sur la business, il a eu beaucoup de succès dans sa compagnie. Puis, lui, il me donne des réponses ou il me prépare des situations que j'aurais fallu que je me cogne le nez ou pour pouvoir le faire. Puis, c'est beaucoup plus rapide. C'est tout de suite, tac, 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 puis tu vas là. Fait que, avoir su, j'aurais engagé un coach l'année 1. Un bon coach. L'année 1, oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui cherche un bon coach? C'est quoi les réflexes ou les points importants à vérifier pour faire l'embauche ou trouver le bon coach qui va nous amener à aller plus vite, puis à se challenger, puis à se surpasser ultimement? Écoute, j'avais lu le livre Become Coachable. Puis, je me suis aperçu que je n'étais pas coachable. Fait que mes amis ont dit, tu n'as pas besoin de lire le livre pour savoir que tu n'étais pas coachable. On te l'aurait dit tout de suite. Dans ça, il y avait un exercice à faire, c'est d'interviewer 3 coachs. En interviewant 3 coachs, en posant les mêmes questions, je me suis retrouvé à faire ma chose. Mais il faut que ce soit un coach qui soit, exemple... que pour toi qui ont été le plus importantes? Exemple, moi, je vais aller là. Comment tu penses qu'on peut faire ça? Puis tout le kit. Puis le coach engagé, c'est celui qui m'a dit, tu n'as pas besoin de coach. Ce que je vais faire, je vais t'entourer. Ce que tu fais bien. Maintenant, tu as besoin d'être bien entouré. Ouais. Fait qu'on va construire la structure autour de ça pour que tu puisses t'élever. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui te challenge, qui est dans les mêmes valeurs que toi aussi, puis que tu fais confiance aussi que tu vas passer à une autre étape. Mais j'ai un membre ici que j'ai coaché 2 fois cette semaine. Hier, j'ai posé 2 questions. Écoute, j'ai pas fini la 2e question, qui est parti à courir, appeler son
son gars qui avait parlé à son client pour dire « qu'est-ce qu'il me veut finalement? » Puis c'est un gros client, tu sais. Puis là, finalement, il revient, il dit « Hey, François, c'est cool, là. Il est intéressant à mon projet, puis tout le kit. » Ouais. J'ai dit « T'as un rendez-vous avec quelqu'un? Un gros meeting avec quelqu'un d'une compagnie très importante qui peut être un deal breaker. T'as un rendez-vous avec lui, puis tu sais pas c'est quoi son objectif à lui. Faut que tu saches c'est quoi son objectif. » J'ai dit, C'est la même affaire que j'ai dit. Il dit « Je sais pas. » J'ai dit « Colin, j'ai dit « Comment tu vas lui parler de quoi, tu sais? » Fait que là, j'ai dit « Qu'est-ce qui est arrivé? Comment tu as eu le contact? Comment as-tu décidé un matin qu'il va t'appeler? » Non, il dit « C'est mon ami qui a parlé de mon projet, puis il a décidé qu'il m'appelait. » OK, appelle ton ami pour savoir c'est quoi. Là, il est parti. C'est drôle parce qu'il me l'a partagé, je ne savais pas ça, il me l'a partagé. Il me dit « Ouais, j'ai un meeting avec telle personne de telle compagnie bien connue. » Exact. Puis il dit « Oli, comment tu approcherais la négociation avec lui? » OK. Oui, carrément. J'ai dit « Ben, c'est pas le temps de négocier, tu le connais pas, tu sais jamais parlé. » Exact. Première étape, c'est qu'il faut que tu saches c'est quoi qu'il veut, c'est quoi ses objectifs, sa vision, c'est où qu'il s'en va. Puis selon ses réponses, tu vas voir s'il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour l'aider à y arriver avec ta business. Exact. Mais si tu vois que lui, il prend juste des parts majoritaires dans des business, par exemple, puis que toi, c'est pas un de tes critères, ben ça ne donne rien de commencer la négo. Puis après ça, ben selon ce qu'il va te dire, tu vas voir si tu penses qu'il y a de quoi que tu peux l'aider, dans le fond. Une bonne négociation, c'est quand je t'aide à toi atteindre ton objectif, puis toi, tu m'aides à atteindre mon objectif. C'est pour ça, quand il m'a parlé, c'était après toi. Fait que là, j'étais le deuxième, il disait la même affaire. Fait que là, il est parti à la course. Là. Il a fait son appel, il est revenu content, puis il dit « Hey, tabarnouche, il est intéressé, puis je sais exactement ce qu'il veut. » C'est cool. C'est Mais je pense qu'un coach doit être la personne qui te challenge. Exactement. Qui t'amène, de te poser une question où ce que, hey, ça shake un peu, là. Exact. Tu te sens un peu dérangé, challengé, puis waouh, j'avais jamais pensé à ça. Puis juste ça, des fois, là, c'est des bonnes phrases au bon moment. Puis, OK, tu me fais progresser, tu me fais évoluer. Tu m'aides à moi évoluer, en fait. Exact. Moi, il y a une semaine, je voulais parler avec mon coach parce que j'allais voir Investissement Québec, le DG. Donc là, on a eu finalement le rendez-vous, appel téléphonique, 2 heures avant la rencontre. Fait que là, moi, je m'habille. Là, je dis, faut-tu me mettre en cravate? Puis la quitte. Là, il me coach. Puis là, il dit, voici comment ça va se passer. Tac, 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 tac. Voici, il faut être ton PowerPoint prêt. Mais j'avais pas de PowerPoint. Fait que là, je dis, attends un peu, là. J'ai appelé tout de suite mon gars de marketing. J'ai dit, prépare un PowerPoint, là. J'ai une réunion. Un meeting dans 2 heures. Dans 2 heures. Fait que là, il a monté le PowerPoint. Un super PowerPoint. Je l'ai envoyé, je l'ai envoyé à la semaine passée au Congo, puis à la présidence du Congo, puis on a capoté. Fait que là, malade. Fait que c'est ça. Fait que le coach te permet de canaliser tes idées, de pouvoir dire, OK, il n'est pas là pour te dire quoi faire, il était là juste pour te changer. Puis comme quand tu vas t'entraîner, là, tu as un coach. Si tu as un coach, il va te pousser plus loin. Hein. Sinon, tu vas t'entraîner, puis ta routine va diminuer, tu vas lâcher, puis that's it. Oui. Tout à fait. Ah, très cool. Dis-moi, en terminant, François, comment tu as trouvé... c'était ta première retraite ici à Ibiza, en Espagne, avec les membres du club privé. Comment tu as trouvé ça? C'est quoi ton feeling après presque une semaine à vivre dans une villa avec plein d'autres personnes? Tu as fait de la formation, des masterminds, des activités, journées en bateau, des beaux soupers, des belles soirées. Tu ressors de cette semaine-là avec quoi? Écoute, c'était génial. Dès la première heure, je parlais à quelqu'un, puis il m'a montré comment... il m'expliquait comment je pouvais... Il m'expliquait pas ça à moi nécessairement, mais il expliquait comment on pouvait optimiser ma compagnie immobilière. Après ça, tu sais, j'aime autant partager des connaissances que d'en recevoir. Puis je trouvais ça vraiment enrichissant avec la qualité des personnes qui étaient ici. C'est sûr, on a plein d'autres rendez-vous avec ces personnes-là dans les prochains jours qui se sont cédulés, puis on va avoir de la dynamique, puis toute la kit, puis ça va être super intéressant. Puis non, c'était génial. Écoute, le fait d'être dans une villa, ça fait une différence parce que toutes les occasions sont là pour parler. Fait que là, on les rencontre toutes un après l'autre, que ce soit une table sur le bord de la piscine. On finit toutes par faire de la business. Hier, on était dans le lac, puis on programmait des meetings pour la semaine prochaine. Dans le lac? Excuse, dans l'océan. OK, excuse. Il n'y a pas de lac ici. On n'est pas au Québec. C'est comme on était dans un lac. You lac! C'est vrai, hein? On se baignait dans l'océan, puis on faisait de la business. J'étais avec JC, j'étais en train de parler des prochains projets qu'on allait faire ensemble. Très cool. C'est vraiment intéressant. Ça rapproche les gens, puis tu
tu vois, ça va vous permettre de faire le business, pas juste à court terme, à long terme. Parce que quand tu scindes des gens comme ça permet d'être solidaire puis solide. Ouais. Puis je sais que tu me disais que tu as été dans un paquet de groupes d'affaires, là, différents groupes d'affaires au Canada ou à l'étranger. Comment tu comparerais ce que tu as vécu comme expérience versus ce que tu as vécu d'autre? Puis c'est pas nécessairement pour... Je pense que tous les groupes ont quelque chose de positif à apporter, mais comment toi tu l'as vécu comme participant versus d'autres endroits? C'est tout différent. Je peux pas... C'est difficile. On peut couper ça, non? Qu'est-ce que tu as senti ici qui était différent ou que tu as apprécié particulièrement? C'est le fait dans une villa, puis avoir des gens qui sont... C'est des gens de qualité aussi aux autres places, là. Mais il y avait juste... Le fait aussi qu'il n'y ait pas de commanditaires, c'est weird, hein? C'est weird de dire ça, parce que quand il y a des commanditaires, là, qui sont là, qui seraient ici, là, actuellement, là, ben, ça n'aurait pas la même profondeur. Quand tu parles sur une table, puis tu te confies à tes défis, bien, c'est commanditaire, mais là, tu vas peut-être pas te confier à ton banquier qui est l'autre bord de la table, tu sais. Tout à fait. Fait que dans les autres groupes d'affaires que je vais, mais les commanditaires ils suivent. Fait que là, ils sont là tous les repas. Peu l'ouverture? Ça ferme un peu beaucoup, hein, l'ouverture. Un peu beaucoup, hein? C'est la seule chose que je peux voir, parce que le reste, écoute, j'ai fait des retraites au Kenya, j'ai fait des retraites un peu partout dans le monde. Puis ça a été génial dans tous les cas, là. C'est juste que le fait d'avoir une villa où tout le monde est là, puis on peut toucher à tout le monde, puis il n'y a pas de commanditaire, c'est vraiment privé. Ouais. Ça a un plus. C'est ce qu'on voulait créer, justement, l'aspect de proximité. Je pense que ce que tu veux dire, c'est un peu ça. De se sentir qu'on est vraiment proche, puis qu'il n'y a pas de barrière, on n'est pas obligé de se censurer parce qu'il y a du monde un peu plus corpo ou qui sont pas nécessairement en business ou qui sont où est-ce qu'on est leurs clients ou whatever, tu sais. Très cool. Ben, écoute, François, merci beaucoup pour ton temps. C'était une belle discussion. Super. Et j'ai hâte de voir la suite pour t'accompagner. Tu vas conquérir le monde. Puis ça va être un plaisir de voir cette ascension-là dans les prochains trimestres et les prochaines années, mon cher. J'espère que vous avez apprécié cet autre épisode du Côté sombre des affaires qui est disponible sur toutes les plateformes et je vous invite à le partager, que ce soit en format audio sur Spotify, Apple ou autres, ainsi que YouTube. Partagez-le à d'autres entrepreneurs. Notre mission, c'est d'aider le maximum d'entrepreneurs en ayant des modèles, des mentors, des inspirations. Et sur ce, on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Merci.